Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus pour cette conférence de Crémone à Valparaiso qui va nous faire voyager. Pour les participants, c'est un peu comme d'habitude. Nous avons une grande majorité de membres du Cercle France-Amérique, quelques membres du groupe parisien des polytechniciens, quelques membres des alumni d'HEC et une liste assez importante d'invités. Je ne vais pas tous les citer, mais je voudrais en particulier en citer deux invités de notre conférencier. Barbara Berry. Thank you for coming. Barbara est américaine. Elle a été chef du département de recherche scientifique de la National Gallery à Washington et elle poursuit des travaux de recherche actuellement à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est bien ça? Non, à Paris-Saclay. Paris-Saclay, voilà. La deuxième invitée va nous rejoindre parce qu'elle est dans une réunion au Collège de France, elle est un peu en retard. C'est Amparo Fontaine, qui est historienne. Après un doctorat à Cambridge, elle est partie enseigner à Valparaiso, ce qui tombe parfaitement bien avec le titre de la conférence. Et elle aussi est en France pour poursuivre des travaux de recherche, mais elle, c'est vraiment l'école des hautes études en sciences sociales. Elle va nous rejoindre d'ici quelques minutes et on lui dira que je l'ai accueillie chaleureusement. Voilà, alors, l'origine de cette conférence, à l'origine, c'était pas pour France-Amérique, en fait. C'était une amie très chère, Catherine, qui sait que je cherche toujours des sujets de conférence et qui m'avait dit bah, tiens, je viens de lire un livre sur Antonio Stradivari, un livre de Jean Divot, très intéressant, ça pourrait te faire un sujet de conférence. J'ai sauté sur l'occasion, je dis très bien, je vais voir mon épouse et je lui dis tiens, bah, je vais inviter Jean Divot à déjeuner pour parler d'une conférence. Grand moment de honte, grand moment de solitude. Parce qu'elle me dit, ça va pas être facile. Il est décédé il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai cherché sur Internet pour trouver conférencier. Alors, il y a beaucoup de romans sur cette époque, sur Stradivarius. Ça fait beaucoup fantasmer. Et puis, j'ai découvert que nous avions en France un expert mondialement connu des luthiers de Crémone, que cet expert avait écrit plusieurs ouvrages, dont un absolument fabuleux que vous pourrez vous procurer à la sortie sur les luthiers de Crémone. C'est un très très beau cadeau à faire, un très très beau livre. Et j'ai découvert, alors là, et j'en étais très heureux, qu'il était bien vivant surtout. Et pour l'instant. Et c'était Jean-Philippe Eschart. Jean-Philippe est ingénieur, docteur en chimie, mondialement connu pour ses travaux très pointus sur les vernis et les techniques de vernissage des luthiers du XVIe au XVIIIe siècle. Hein, voilà, quelque chose comme ça. Il a participé à de nombreux colloques scientifiques, des articles scientifiques, etc. Il s'oriente maintenant un peu plus vers la vulgarisation et l'histoire culturelle des instruments. Il est l'un des 4 conservateurs du musée de la musique. Il est en charge du département des instruments à Archer. Et il a bien voulu me rencontrer. Donc on a fait un déjeuner ici à France-Amérique. J'avais toujours pas l'idée de faire une conférence à France-Amérique. Et puis il m'a raconté l'engouement des Amériques pour les Stradivarius qu'on trouve dans les grands musées américains, canadiens, d'Amérique latine. Il m'a parlé de Pablo de Sarrazat, ce grand violoniste qui a fait une tournée de 2 ans, 1870. Il va nous en parler un peu partout. Et ben, je me suis dit, bah tiens, voilà, c'est très bien pour France-Amérique. Donc j'en ai parlé à Emmanuel. On a refait un déjeuner. C'était génial ce déjeuner parce que moi j'avais l'impression d'être un match de tennis. Moi j'y connais rien et là il y avait 2 spécialistes qui s'échangeaient
des tas de choses entre eux. C'était une masterclass pour moi. Et c'est de ce déjeuner qu'est sortie l'idée et la structure de cette conférence de ce soir, qui va se dérouler avec une première partie où je vais faire Michel Chevalet. Vous savez, Michel Chevalet posait la question comment ça marche. Je vais poser la question à Emmanuel. Un violon, bah, c'est quoi et comment ça marche un violon. Voilà. Donc ça va nous prendre un petit moment et il va nous faire avec monsieur une démonstration avec Bruno, une démonstration de comment ça marche un violon. Vous voyez, il est venu armé, ils sont venus armés en fait, hein. Et vous allez pouvoir les toucher d'ailleurs. Deuxième partie de soirée, bien entendu, ce sera la conférence de Jean-Philippe, qui sera, j'en suis sûr, parce que j'ai déjà vu, passionnante. Et puis ensuite, bien, nous irons au cocktail et vous aurez l'occasion de vous procurer les livres de Jean-Philippe. Il y en a deux qui sont là, à votre disposition. Le premier sur les Luites de Crémone, qui est un livre absolument magique, et un deuxième sur Pablo de Sarrazate, un plus petit livre, mais qui est particulièrement intéressant. Voilà. Alors, j'ai terminé ma première partie, mon introduction. Donc, Emmanuel, c'est quoi un violon? Et comment ça marche, surtout? Bon, bonsoir à tous. Le c'est quoi un violon, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre. Mais vous ne le connaissez que par les yeux et les oreilles. On va essayer avec Bruno de vous faire circuler 2 violons sur les 4 qui sont là, pour que vous puissiez le prendre si vous n'avez jamais pris un violon de votre vie entre les mains. Donc de pouvoir sous-peser cette petite caisse de résonance, cette boîte à chaussures finalement, et aussi voir un peu la tenue de l'archer, la tenue. Et ça, ben, on va faire passer 2 violons, on les récupérera après, soyez-en certains, parce qu'il y en a un qui plaît beaucoup d'ailleurs à Yvon. C'est un violon sculpté derrière, là, sur la table. Et donc, on va vous faire circuler les violons, que vous les évaluez, que vous les sous-pesiez, et même l'archet. Après, je vous expliquerai ce qu'est un archet. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'un archet? Qui a eu un archet entre ses mains parmi vous? Ça fait quand même pas mal. Alors, vous ne dites rien, parce qu'on va faire une petite démonstration préalable. Hein, on va prendre deux. Voici un archet. Une baguette avec un tendeur, une mèche qui est en, vous savez, c'est la mèche sèche-cheveux, et qui est faite en fait, lorsqu'on enlève la hausse, ça s'appelle la hausse. Lorsqu'on lève la hausse, là, vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un archet. Une magnifique chevelure. C'est une chevelure d'ange. Et ce sont des chevaux mâles. Parce que les chevaux femelles ne sont pas les poils, enfin les crins ne sont pas utilisables. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Je ne sais pas si on va venir à l'unité pour gérer la question. Prends le micro, monsieur. Le micro. Donc là, vous avez vu de quoi c'est fait un archet. Vous avez vu que ça vous change complètement, ceux qui ne le connaissaient pas. Vous avez vu que ça s'effiloche. C'est comme des cheveux d'ange. Et d'ailleurs, avec ces cheveux, on peut jouer vraiment, les faire jouer comme un ange. C'est merveilleux. Et alors après, nous avons le violon. Qu'est-ce qu'un violon? C'est une petite caisse de résonance par rapport à un piano. Le piano, c'est 88 notes déjà faites, déjà justes. C'est 3 pédales dans les grands pianos pour jouer sur le son, pour l'assourdir ou pour le faire au contraire embellir. Le pianiste, il a 10 doigts, il a 2 mains à sa disposition, 10 doigts. Imaginez-vous, 10 doigts, 88 notes, 3 pédales. Avec ça, il peut faire du grabuge, le pianiste. Et c'est juste, et en plus, ces 88 notes, lorsqu'il les perçoit, elles sont déjà accordées. C'est ça qui est merveilleux. Alors que le violon, ça n'a pas la taille d'un piano. Le poids, vous allez pouvoir l'évaluer quand je le ferai circuler.
c'est à peu près, allez, un demi-kilo. Un demi-kilo, c'est vraiment la moyenne. Ensuite, j'ai combien de cordes à mon violon? J'en ai que 4, contre les 88 notes du piano. Combien de doigts j'ai pour jouer au violon? 4. 4 également. Donc j'ai 4 cordes, 4 doigts, une petite caisse de résonance, et avec ça, il faut qu'on sorte des merveilles, qu'on sorte des mélodies grandioses ou de la haute virtuosité. Alors vous voyez un petit peu le complexe, la complexité de la chose, parce qu'après, il faut pouvoir le porter, le violon. Sinon, on ne peut pas jouer et porter l'instrument en même temps. On se fatiguerait très vite. Donc il faut trouver après la bonne position. Et donc, si on n'a pas mis un coussin ou quelque chose pour surélever, on est obligé de creuser. Et puis on sort de là, on a vraiment très mal. Et bon, vous devez le savoir. Donc ce que je vais faire avec Bruno, on va faire circuler maintenant les violons. Voilà, Jean-Philippe, à toi. On est parti pour 1 heure et tu vas nous faire rêver donc de Crémone à Valparaiso. Merci Yvon, merci Emmanuel, merci au Cercle France-Amérique pour sa chaleureuse invitation. Et je suis heureux d'être avec vous ce soir. Je ne savais pas que nous aurions l'honneur d'avoir une pièce musicale ce soir en live. Et il y a tout le caractère précieux de l'interprétation, de la musique vivante qui est là. Et merci aux 2 musiciens, aux 2 interprètes. Pour ma part, donc j'arrive avec une vidéo musicale qui a été enregistrée au Musée de la Musique il y a quelques années. C'était une des premières missions
dont j'avais la charge en tant que conservateur. Donc c'est encore un petit peu de musique et qui plante, si j'ose dire, le décor un peu de l'écosystème dans lequel je travaille, le musée de la musique à la Philharmonie de Paris, et également de la, si j'ose dire, la philosophie, l'esprit dans lequel on travaille avec ces instruments anciens qui sont des objets de patrimoine. Donc là, on va entendre quelques 2-3 minutes de musique de Bach. Donc il s'agit de David Grimal qui nous avait fait l'honneur de jouer, de faire renaître en quelque sorte un des 5 Stradivarius de la collection nationale qui n'avait pas joué pendant plus de 40 ans auparavant. Le précédent, c'était Pierre Amoyal qui l'avait joué en 78-79. Et vous voyez ici le rapport qu'il y a entre un patrimoine matériel, des objets au même titre que des objets d'art, des objets d'antiquité, des objets de musée, et également ce médium qui est un outil pour un autre art qui est l'art musical, l'art de l'éphémère par excellence. Donc c'est tout le challenge et tout l'enjeu que notre institution, qui est une institution publique, que vous connaissez certainement, sur le parc de la Villette, au nord-est de Paris. C'est un grand écosystème avec 3 salles de concert, 500 concerts par an, des activités éducatives et un musée, le musée national de la musique, qui conserve donc la collection nationale, celle du peuple français, de la nation française, de la collection non seulement d'instruments de musique, qui nous vient de la collection du Conservatoire de Paris depuis le milieu du XIXe siècle, mais également des œuvres d'art, des archives, etc., reliées à la musique. Donc ce n'est pas un musée seulement d'instruments de musique, mais un musée de la musique et du fait musical. On conserve environ 9000 objets et dont 7000 instruments de musique. Voilà, vous pouvez bien sûr le visiter ou venir à la Philharmonie pour toutes les activités musicales qu'il y a.
Au sein de cette collection nationale, donc Yvon, tu me présentais très justement, je suis un des conservateurs et je m'occupe de toute la lutherie, de tous les instruments à cordes, à manches et à caisse de résonance construits dans la tradition européenne. Et vous voyez ici une des salles qui est un peu mon domaine, une des salles dédiées aux instruments à cordes, et notamment au centre, cette vitrine cubique qui est un peu comme si vous visitiez à la Tour de Londres les joyaux de la couronne. Eh bien, cette vitrine cubique avec 5 faces vitrées, c'est celle qui est dédiée au Stradivarius, c'est-à-dire au mythe Stradivarius, j'en reparlerai, et dans lequel j'expose les 5 violons de la collection nationale. Donc 5 violons faits par Antonio Stradivari à différentes périodes de sa vie. Et ces 5 violons sont entrés dans la collection nationale, donc ont été légués ou donnés par leurs propriétaires, donc entre 1887 pour le Davidoff que vous venez d'entendre et 1932 pour le Tua qui a été fait la même année que le Davidoff. Donc ce que je vous propose, c'est un voyage, d'abord un voyage dans le temps de l'Europe, puis un voyage transatlantique. Voilà, j'y arrive. Voilà. Donc le violon n'a pas toujours existé, mais quand même, ça fait un sacré paquet de temps qu'il existe. Alors, il n'y avait pas de violon au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on peut voir en quelque sorte des traces par l'iconographie. Il ne reste plus aucun instrument de cette période-là, c'est du bois. Du bois, ça se fait manger par des insectes, c'est détruit par l'eau, le feu, et beaucoup par les hommes qui n'ont plus l'usage des objets. Et vous voyez des traces, et notamment de ce qu'on appelle le rebec, que tient l'ange sur la peinture, un instrument à 3 cordes avec une caisse en forme de poire, et le chevalet, les 3 cordes sont à plat. Et ne sont pas sur le chevalet courbe comme vous l'avez vu sur la pièce musicale auparavant ou avec les violons qui sont passés. Et ça ne permettait pas vraiment le jeu en soliste, c'est-à-dire en mélodique, c'est-à-dire juste une note après une note. C'était pour jouer plus des accords. Ensuite, on peut voir un ancêtre moins lointain du violon dans l'instrument la lyre de bras. Donc le terme qu'on emploie souvent en italien, c'est l'ira da braccio, et on soupçonne ici des formes qui commencent à ressembler à un violon visuellement. Il y a un peu plus de cordes. Oui, ici une très belle peinture de Bellini. Voilà, d'une forme où on sent la préfiguration du violon avec ces échancrures sur les côtés de la caisse qu'on appelle les C. Donc là, les C sont relativement peu prononcés. Et dans la peinture suivante, ici, là, les C sont plus prononcés, donc les échancrures dans le côté de la caisse, qui donnent un peu les hanches creusées, si vous voulez, de la caisse, qui permettent en fait le passage de l'archet et d'incliner l'archet à gauche et à droite pour pouvoir jouer les cordes une à une et séparément sur toute l'étendue de l'instrument. Toujours est-il que l'instrument, le violon, apparaît en Italie. Alors il n'y a pas un inventeur du violon, un homme. Dans la culture occidentale, on a souvent envie d'associer au génie d'un individu l'invention d'une invention. On ne connaît pas l'inventeur du violon et il n'y a probablement pas un seul inventeur du violon. Toujours est-il que dans ce creuset de la vallée du Pô, donc entre Milan, Crémone, Brescia et jusqu'à l'Adriatique, on peut parler aussi de Venise, il y avait une opulence et un goût pour la musique par les grands princes italiens qui ont probablement aidé à financer, ne serait-ce que par leur soutien pour les arts, tout un dynamisme et l'apparition du violon. Vous voyez ici en image un instrument qui malheureusement n'est pas dans la collection de Paris, qui est chez nos collègues à l'université d'Oxford, au Ashmolean Museum, qui est un des plus anciens violons qui subsistent, de la taille du violon, donc fait par Andrea Amati. Amati, très grande famille de luthiers avant Stradivari. Donc Crémone, c'est cette ville que vous voyez là sur cette gravure qui date de 1720 environ, c'est du temps de Stradivari, qui était une ville
une ville au XVIIe siècle aussi grosse que Milan à l'époque. Oui. Aujourd'hui, Milan, c'est la capitale économique, c'est la métropole massive de l'Italie, et Crémone est une toute petite ville relativement provinciale, on dirait, de quelques dizaines de milliers d'habitants. À l'époque, l'équilibre était différent, ville également sur la vallée du Pô. Et c'est dans cette ville que se sont développées la plus grande dynastie, le plus grand creuset technique, si on parle en termes d'historien des techniques, on pourrait dire qu'il y avait un creuset technique de savoir-faire, d'hommes, de matériaux, de circuits économiques dans la cité, qui a permis, donc à partir d'Andrea Amati, qui est le plus ancien luthier de Crémone qui soit connu, actif dans le troisième quart du XVIe siècle. Il meurt en 1577. Il a eu 2 fils, Antonio et Girolamo. Tous les deux meurent comme la moitié de la population de Crémone dans une épidémie de peste en 1630. Et le seul luthier qui survit et que l'on connaît, c'est Niccolò Amati, celui-ci, homme qui a connu une longévité complètement fantastique. Il a vécu près de 90 ans. Pour le XVIIe siècle, c'est très fort. Et Niccolò Amati a fabriqué des violons comme son père, son oncle et son grand-père, Andrea et Antonio et Girolamo. Et dans cette tradition-là, il a fabriqué énormément de violons qui sont devenus les références du violon baroque, donc au XVIIe siècle. Sa grande longévité et le succès qu'il prenait, si j'ose dire, pour cet instrument qui était relativement nouveau, qui avait 50, 60 ans, 70 ans à l'époque, a fait qu'il a pu également former de nombreux apprentis qui ont passé du temps à l'atelier à apprendre les techniques de fabrication, donc dans une transmission orale, une transmission en atelier de maître à élève. Et il a notamment formé un gars d'origine tyrolienne, Jacob Steiner, qui est ensuite reparti à Absam, au Tyrol, pour fabriquer des très très grands violons, encore une fois très XVIIe siècle, très baroque. Et puis, dans le creuset crémonais, il a formé Francesco Ruggeri, Andrea Guarneri. Donc, Andrea Guarneri, vous connaissez dans la sphère Guarneri, dans la famille Guarneri, je demande le petit-fils Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù. On en reparlera tout à l'heure, mais vous connaissez probablement Renaud Capuçon, le virtuose. Il joue un Guarneri del Gesù. C'est un peu le frère maudit ou le versant maudit dans le mythe de Stradivarius de Stradivari, Guarneri del Gesù. Donc toute une dynastie de Guarneri, toute une dynastie de Ruggeri qui auront ensuite les Bergonzi, etc. en succession. Et enfin, très probablement, bien qu'il ne subsiste pas de source écrite le prouvant, Antonio Stradivari, qui est l'élève le plus prestigieux de l'école Amati, si j'ose dire. Donc Antonio Stradivari, élève de Niccolò Amati, 3e génération des Amati. Strad, je vais l'appeler Strad si vous le voulez bien, parce que c'est un peu long, et puis je vais le dire beaucoup. Strad arrive en fait, pour reprendre une expression d'histoire des sciences, il arrive sur les épaules des géants. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas Stradivari qui a inventé le violon, il est de la 4e génération. Mais quelle génération ? Les Stradivari, on les appelle Stradivarius, parce que dans leur étiquette, vous avez deviné l'étiquette dans le petit film là, puis vous avez vu des étiquettes collées à l'intérieur de la caisse. Eh bien, il y avait écrit non pas Antonio Stradivari, comme on parle en italien aujourd'hui, mais c'était latinisé, donc c'était Antonius Stradivarius faciebat cremonensis anno. Donc Antonio Stradivari m'a fait à Crémone dans l'année 1700, 1600 et quelques. Et donc ce nom Stradivarius, aussi Stradivarius, voilà, il a une très grande longévité. Il meurt, alors on ne connaît pas bien sa date de naissance, 1644, 1648, il y a débat. Moi je pense que c'est plutôt vers 1648. Mes amis et collègues crémonais revendiquent plutôt la date de 1644. Ah, si seulement les registres de baptême avaient été conservés pour ces années-là, on le saurait. En tout cas, il meurt en 1737, et c'est l'homme d'une forme de transition entre
C'est toujours la période baroque, mais dans le baroque dit italien, on est vers la fin du baroque italien, et 1724, pour vous dire, on reparlera de cette année tout à l'heure, 1724, c'est l'année où Antonio Vivaldi compose les 4 saisons. Et Antonio Vivaldi, le prêtre roux vénitien, était violoniste, c'était son instrument, et peut-être que Stradivari jouait un Stradivari, peut-être que Vivaldi jouait un Stradivari, ou peut-être qu'il jouait un Amati, on n'en sait rien. Toujours est-il que Strad va produire lui aussi énormément d'instruments. On estime qu'il va avoir produit 1200 instruments dans toute sa vie et pas loin de 900 à 1000 violons. Il reste aujourd'hui 600 violons, 100 violoncelles, 11 altos, donc l'instrument de taille intermédiaire entre le violon et le violoncelle. On a redécouvert un archet très récemment au musée de la musique, possiblement d'Antonio Stradivari. Il subsiste aussi, et ça c'est très peu connu, une harpe, 6 guitares. On sait qu'il a restauré des luths, etc. Donc c'était un homme qui n'était pas un monomaniaque du violon, si j'ose dire, mais c'était un luthier au sens le plus précis du terme pour son époque. Aujourd'hui, on imagine luthier de guitare, luthier de violon, très très spécialisé, mais ça c'est une vision du monde contemporain, post-révolution, révolution industrielle. Toujours est-il que les Stradivarius, du temps de Strad, commencent à diffuser dans toute l'Europe, et à l'époque c'est des crémones comme les autres, on les appelle des crémones, parce que Crémone c'est la ville où il faut aller quand on veut un bon violon, mais déjà depuis les Amati. Mais à l'époque on les appelle pas Amati ceci, Amati cela, on dit c'est des crémones. Donc Stradivari, c'est un crémone comme un autre, si on veut. Mais après qu'il meurt, et puis on se rend compte quand même qu'il y a une différence dans les strades par rapport aux autres crémones, le nom Stradivarius commence à être connu en France, notamment. Donc en France, là, on est au XVIIIe siècle. Je vous emmène dans mon petit voyage, là, on est en train de se déplacer. On est au XVIIIe siècle. Louis XIV a développé Versailles, la Régence, Louis XV, Louis XVI. Et là, je vous emmène vers un personnage très important, un Italien, Giovanni Battista Viotti, violoniste. Vous voyez ces dates là en bas de l'écran, ces dates de vie et de mort. Et la légende dit que Viotti, quand il est arrivé à Paris, donc de son Italie, il est arrivé pour performer, pour jouer à Paris. Il s'est produit avec le concert spirituel en 1783. Et on dit que c'est lui qui aurait fait découvrir au public parisien le Stradivarius. Alors en fait, quand on va voir, comme moi, les archives nationales, etc., on se rend compte que les Stradivarius étaient déjà connus dans Paris un peu avant, au cours du XVIIIe siècle. Néanmoins, c'est une figure extrêmement importante parce qu'aussi, il va amener une manière de jouer, un talent d'interprétation. Cette figure qui préfigure, pardon pour la répétition, la figure du soliste virtuose. Alors au XVIIIe siècle, on n'est pas encore dans le soliste virtuose comme on va voir quelques décennies après, mais néanmoins, le violoniste extrêmement talentueux. Et il fait connaître les Stradivarius. Donc il y a un rapport, c'est pas exactement une métonymie ou une synecdoque, mais un rapport entre l'homme et son instrument, un flou artistique qui se crée, qui commence déjà à se créer dans les textes, dans le Mercure de France, qui est le journal de l'époque. À la même période, vous avez au violoncelle un grand virtuose qui est Jean-Louis Duport, le cadet, parce qu'il y avait son grand frère aussi qui était instrumentiste à cordes, qui va écrire la première méthode pour violoncelle. Là, ce portrait date juste avant la Révolution, mais après la Révolution, se crée le Conservatoire de Paris, qui existe encore, le Conservatoire national supérieur. C'est une création de la Révolution française. Duport en est un des professeurs et le premier rédacteur d'une méthode dédiée au violoncelle, extrêmement virtuose. Et donc là, je vous emmène maintenant dans un moment, je viens de parler de la Révolution française et de Paris qui draine un petit peu la vie économique, artistique. Alors, ça devait être très très vivant. Alors il y avait bien sûr la question de la révolution au sens des bouleversements, des émeutes, des révoltes politiques, et en même temps, beaucoup y voyaient, à l'époque, beaucoup des contemporains de la révolution y voyaient une opportunité pour
une forme de libération de l'économie, vous diriez, une forme de libéralisme un peu plus grand. Et notamment, c'est un contemporain de ces personnes, c'est Nicolas Lupeau, donc luthier. Lui, c'est un facteur de violon, Nicolas Lupeau. Encore une fois, vous voyez ces dates, c'est quasiment contemporain de Duport et de Viotti, qui, lui, était à Orléans, fabriquait des violons tout à fait conventionnels avec son père avant la Révolution. La Révolution se passe et il se dit il faut faire quelque chose. Il a 2-3 potes déjà dans le quartier au nord du Palais Royal, et ben il vient s'établir à Paris en 1796. Dans ce quartier pour faire carrière. Et ce monsieur, Nicolas Lupeau, je vous ai mis une carte du quartier, là, une vieille carte de 1820 que j'ai placée sur le Paris, la photo satellite du Paris d'aujourd'hui, pour qu'on se repère un petit peu. Donc la Seine, le Louvre et les Tuileries, ici. Donc, dans la carte, là, vous retrouvez la cour carrée du Palais du Louvre. Il y a encore le Palais des Tuileries, parce qu'avant 1870, le Palais des Tuileries existait, n'avait pas été brûlé et détruit. Le Palais Royal. Et en fait, tous ces luthiers s'établissent ici, dans le quartier qui est le quartier des théâtres, au sud des boulevards. Vous connaissez les boulevards. Et est créé à la Révolution, ici, dans l'hôtel des Menus Plaisirs, qui est saisi pour l'occasion, le Conservatoire de Paris. Et là, il y a un moment assez fascinant de l'histoire de la musique, de l'histoire des Stradivarius, qui se joue non plus à Crémone, mais de ce côté-ci des Alpes, à Paris, où c'est une vie extrêmement vivante, les premières décennies du XIXe siècle notamment, avec plein de théâtres, plein d'opéras, d'opéras comiques, etc., plein de formes musicales différentes. Il n'y a pas moins de 10 ou 15 théâtres répertoriés ici dans ce petit quartier-là. Et les luthiers s'établissent rue Croix des Petits Champs. Alors, Lupeau, il s'établit au début rue de Gramont. Et puis, en 1806, à l'époque où le succès arrive, il a même de quoi se faire réaliser un très joli portrait par la portraitiste en vogue du moment. Je ne sais pas qui est le photographe en vogue aujourd'hui pour faire réaliser son portrait, mais Henriette Lorimier, la peintre, était vraiment la personne chez qui il fallait aller quand on était au top de sa gloire et qu'on voulait marquer le coup par un portrait. Donc ce monsieur, en 1805, il marque son succès. Et qu'est-ce qui fait son succès ? C'est qu'il est le luthier du Conservatoire de Paris parce que son talent a été remarqué. Et pourquoi son talent a été remarqué ? Parce qu'il est un des tout premiers, le premier quasiment, à étudier les Stradivarius qui passent dans son atelier, à les disséquer, à les mesurer sous toutes les coutures et à les copier. Donc, Lupeau est à la fois un très bon luthier de violon, mais pourquoi il est un très bon luthier de violon ? C'est parce qu'il copie des Stradivarius qu'il a dans son atelier pour les restaurer, mais également pour les acheter et les vendre. Et c'est ce qu'il fait. Il fait du commerce de strade, commerce de tout autre violon, mais surtout, il voit dans les strades la supériorité et il veut, en gros, percer le secret. Et c'est ce qu'il fait. Et il a comme client, notamment, Pierre-Marie Baillot, Pierre Baillot, violoniste, élève de Viotti. Quand Viotti était à Paris, Baillot a pris des cours auprès de Viotti. Et c'est le fondateur de l'école française de violon qui joue un Stradivari, dont le luthier est Lupeau, et qui va promouvoir et Lupeau et l'estrade et ses modèles de violon à tous les élèves du conservatoire. Et alors là, la graine est semée, si j'ose dire. Le virus, c'est comme quand quelqu'un vous a peut-être montré il y a 20 ans le premier iPhone, vous voyez, enfin, si je peux me permettre de citer une marque comme ça, c'est devenu un objet tellement évident, le smartphone, que maintenant tout le monde en a. Eh bien, c'est probablement, j'y étais pas, je suis un peu plus jeune que ça, malgré tout, c'est probablement ce qui s'est passé dans le Paris de l'époque. Baillot, en plus, écrit une méthode de violon, réécrit la méthode. En fait, il en avait écrit une première. Tout début du conservatoire, c'était encore la période troublée de la Révolution, et il l'avait co-signé avec les 2 autres profs de violon qui étaient finalement plus connus que lui, et aujourd'hui, ils sont passés à la postérité, plus Rode et Kreutzer. Tout le monde connaît la sonate à Kreutzer. Donc c'était un de ses potes du conservatoire, un des potes, ça devait rigoler en salle des profs, quoi. Mais c'est en fait Baillot qui a tenu la boutique
du conservatoire, qui est resté au conservatoire tout en maintenant une activité de soliste, et il est le premier à avoir organisé, à avoir promu la musique de chambre, un peu comme ici, il y a toute une activité de concert au cercle pour promouvoir la vie culturelle. Eh bien, c'est ce que faisait Pierre-Marie Baillot en tant que, lui, entrepreneur de spectacle. Il était à la fois l'interprète, mais aussi le manager de ses propres quatuors. Et il a fait toutes les créations parisiennes des quatuors de Beethoven ont été faites par Baillot. Paganini s'est incliné devant lui quand il est venu jouer avec lui, etc. Donc c'était vraiment une personne extrêmement importante. Il a eu plein d'élèves, et notamment, ça c'est les générations plus tard, Delphin Allard, que vous voyez sur la gauche de la photo. Delphin Allard, grand virtuose. Alors Allard, il a joué plein de violons aussi, un peu plus tard, donc dans le siècle, j'avance dans le siècle. Il a joué un peu plus, plein de violons d'estrade et des Guarneri del Gesù, parce que il avait eu le bonheur, en tout cas pour cette raison-là, de se marier à la fille de ce monsieur. Donc ce monsieur est son beau-père. Delphin Allard est le gendre de Jean-Baptiste Vuillaume, qui est le luthier numéro 2, si on veut, après Lupeault, chronologiquement, le grand luthier du 19e siècle, un homme un peu show-off, si j'ose dire, si vous me permettez l'anachronisme, un grand hâbleur, aussi qui flairait les bons coups, qui allait chercher des violons en Italie pour les rapatrier et les vendre à bon prix, à Paris. Très talentueux facteur de violon également, mais aussi il drainait tellement d'instruments anciens que son gendre en bénéficiait pour les essayer et trouver celui qu'il préférait. Et il s'avère que celui qu'il préférait, c'est un Guarneri del Gesù qui s'appelle aujourd'hui, dont on donne le petit nom, le Allard, en hommage au fait que c'était le violon de Delphin Allard. Et ce violon, les enfants de Delphin Allard en ont fait don également au conservatoire. Donc ma conférence, je la centre sur Stradivarius, parce qu'on m'a demandé que c'est un nom qui est le plus connu, etc. Mais on a la chance d'avoir non seulement 5 Strades, mais également un Del Gesù dans la collection. Et ce Del Gesù est, d'après les experts, luthiers, musiciens, le Del Gesù le mieux conservé au monde. Voilà, il n'a aucune fente, etc. Parce qu'en fait, Vuillaume l'a probablement récupéré en Italie où il n'avait quasiment jamais joué, et c'est seulement à l'art qu'il l'a joué dans la période de sa carrière, ce qui fait que c'est un instrument dans un état exceptionnel de préservation. Del Gesù était joué par Allard, que vous connaissiez peut-être pas, mais il était joué aussi par Niccolò Paganini. Del Gesù, son instrument, Niccolò Paganini, son instrument, c'était un Del Gesù, dont le surnom est le canone, le canon, en référence à sa puissance sonore. Vous voyez ici une sculpture qui est également dans la collection du musée. C'est ce qu'on appelle un portrait-charge. C'est une sculpture / caricature. C'est comme les dessins humoristiques aujourd'hui dans la presse. Voilà, c'était une sculpture qui accentuait des traits de caractère et aussi des traits physiologiques, et notamment les doigts extrêmement longs, la morphologie, les membres extrêmement longs de Niccolò Paganini, qui s'est fait connaître à Paris dans les années 1832. 34, il s'est accoquiné avec Berlioz, etc. C'était « Je t'aime moi non plus » avec Hector Berlioz. Il a impressionné le public parisien, mais il s'est aussi incliné devant Baillot. Il a joué avec Baillot dans les séances de quatuor de Baillot. Et son violon, c'est le premier violon, le violon de Paganini, le canone de le Guarneri del Gesù. C'est le premier violon qui soit rentré au patrimoine, c'est-à-dire qui a été muséifié par la volonté même de Niccolò Paganini, qui par testament l'a légué à sa ville d'origine, la ville de Gênes, en Italie. Et donc le violon est aujourd'hui précieusement exposé dans une vitrine au Palazzo Tursi, et il est là-bas depuis 1845. Donc c'est le premier violon à entrer au musée, c'est le violon de Paganini. Le premier Strade à être entré au musée de la musique est cette chose bizarre. Et non, je n'ai pas fait une erreur de Photoshop.
ni le projecteur, là, le vidéoprojecteur. Bon, il renie un peu les slides, mais le violon est tout à fait, l'image est tout à fait fidèle à l'instrument. C'est un instrument que vous diriez aminci, réduit, à peine plus court en longueur, mais beaucoup plus étroit. Et c'est un instrument de poche, et donc on appelle ça une pochette. C'était un instrument très très en vogue à la période baroque. On dit que c'était utilisé par les maîtres à danser qui, pendant les cours de danse, où il n'y avait pas, à l'époque il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas le piano droit des cours de danse, le piano n'existait même pas, mais les maîtres de danse avaient un petit violon qui tenait dans la poche, facile à transporter, qui coûtait pas trop cher si on l'abîmait. Et voilà, donc on a le premier Strad à rentrer au musée, c'est cette pochette. Elle est rentrée grâce au compositeur Clapisson, qui en a fait don au musée de la musique en 1862, et qui l'a vendu au musée de la musique en 1862. Et cet instrument est unique, c'est la seule pochette qui subsiste d'Antonio Stradivari. Donc, instrument unique au monde. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'elle est associée à une histoire musicale du 19e siècle, parce que Clapisson était compositeur, et il collectionnait les pochettes, il avait cette pochette-ci, et il lui a écrit pour cette pochette un petit air qu'il a casé dans un de ses opéras comiques, qui a été créé justement à l'Opéra Comique, quelques années avant que ça arrive au musée. Je passe assez vite sur les instruments du musée, mais pour donner des facettes de qu'est-ce que c'est qu'un Stradivarius. Un Stradivarius, c'est bien sûr le maître luthier, je vais en parler, mais c'est aussi connu par le public et le grand public grâce aux musiciens. C'est les musiciens qui font connaître les instruments. C'est pas les luthiers qui font connaître les instruments, c'est les musiciens. Et il y a la figure là que je souligne de Teresina Tua, donc une femme virtuose au XIXe siècle. C'est peu fréquent, c'était peu encouragé par la société occidentale de l'époque, et néanmoins elle fait une grande carrière de virtuose, extrêmement talentueuse, et elle est également formée au Conservatoire de Paris. À la fin de sa vie, elle lègue son Strad au musée du Conservatoire de Paris en hommage à l'enseignement qu'elle y reçut. Vous l'attendiez, on y arrive quand même, on en arrive à Stradivari. Et vous voyez que je ne vous parle de Stradivari, finalement, qu'à la fin du XIXe siècle, alors qu'il est mort en 1737. Je vous en parle parce que c'est à ce moment-là que se cristallise ou qu'on peut voir réellement quelque chose qui émerge du mythe de Stradivari. Et c'est notamment la réalisation de 2 œuvres d'art par des artistes, Hamann, d'une part, qui réalise un tableau qui a été exposé dans un salon à Paris, et puis très rapidement s'est mis en gravure, et cette gravure permet la multiplication des images et sa grande diffusion, sa grande célébrité. Et je vous montre tout de suite l'autre tableau également de la fin du XIXe siècle, qui est là, est une peinture qui est conservée au musée du violon de Crémone, de Rinaldi, 1886. Donc 1883 pour la gravure, 1886. Et vous voyez, je clignote un peu entre les deux, une image qui se crée qui est tout à fait posthume. On n'a aucun portrait du vivant de Stradivari. Lui n'a pas pris la peine, ou en tout cas il n'y a aucun portrait qui subsiste de lui, de son vivant. Mais là, les hommes du XIXe siècle se disent, il y a un sujet là, il y a un sujet, et on représente l'homme seul, concentré, la réflexion, vous voyez le menton dans la main, en pleine réflexion, en train d'observer son œuvre. On sent bien la démarche, le génie à l'œuvre, etc. C'est illustré comme un travail solitaire, alors qu'en fait, il y avait des gens qui travaillaient dans son atelier, notamment ses 3 fils. À Strad, c'était un travail d'atelier, d'artisanat. Et là, au XIXe siècle, on transforme ça dans la figure du génie artistique, vous voyez, qui se développe ici. Dans la peinture, quelque chose aussi qui est au centre de la composition, là pour des questions de format, j'ai dû rogner un petit peu la peinture, mais au centre de la composition, ce n'est pas tant l'homme que la fiole de vernis qu'il tient, qu'il observe dans la lumière. Pour ma part, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis originaire de Bourgogne, j'ai grandi là-bas, et moi, ce que je regarde comme ça, c'est un verre de Gevrey-Chambertin, vous voyez, enfin, c'est pas un vernis de Lutry. Mais lui, voilà, ce que décide Rinaldi, c'est de montrer le vernis comme au cœur de ce qui concentre le regard, et à travers le regard, l'intensité de la réflexion du luthier.
Et finalement, il met le violon un peu de côté, vous voyez, il tient le violon en bas, mais il regarde plus le violon, il regarde le vernis. Et ça, c'est une forme peut-être qui suggère l'émergence de l'idée que le secret des Strades, c'est finalement dans le vernis. C'est pas le bois, c'est pas la musique, c'est pas le dessin, ça serait le vernis. Et ça, c'est une pensée du 19e siècle. C'est aussi un mythe qui devient d'une grande popularité, qui sort de cela. Et ça, c'est une photographie / carte postale qui se diffusait à Paris à la fin du 19e siècle pour faire la promotion d'un spectacle. Alors, je ne sais pas si ça s'appelait un opéra comique, un théâtre, du théâtre, une opérette. Je ne suis pas très fort, je vous avoue, très spécialiste sur les formes du divertissement parisien du 19e siècle. Néanmoins, c'est un spectacle sur scène avec de la musique, mais aussi des acteurs qui jouent. Et là, vous voyez la pièce Le Luthier de Crémone. Et là, c'est l'acteur, le comédien qui joue Stradivari, qui pose pour la photo pour faire la promotion de la pièce. Donc ça devient, Le Luthier de Crémone, un sujet de divertissement, de pièce de théâtre. Également, si vous lisez Balzac dans Gambara, c'est une de ses nouvelles avec le chef-d'œuvre inconnu, etc. Le Gambara, c'est un musicien luthier complètement fou qui crée un instrument complètement multiple et hybride. Et comme par hasard, Balzac fait naître son personnage à Crémone, évidemment. Vous voyez, il y a une empreinte de Crémone, de Stradivarius et du génie musical qui sort de la seule musique pour aller dans le divertissement. Et là, je fais un bond d'un siècle et demi, et j'espère ne pas vous choquer, en montrant qu'également Gottlieb, le dessinateur de bande dessinée Gottlieb, a fait une double planche dans ses trucs en vrac, dédiée au génie de Stradivarius, qu'il parodie, qu'il caricature, mais on n'est pas si loin, en fait, de la caricature qu'exerce Dantan sur le portrait-charge de Paganini. Vous voyez ? Mais ce que ça montre, en fait, c'est que la figure de Stradivari et le nom de Stradivarius devient extrêmement populaire, bien au-delà des luthiers et des musiciens. En fait, et on sait que, peut-être vous savez, le dictionnaire de l'Académie française, on glosse encore beaucoup aujourd'hui sur sa très grande lenteur à rafraîchir. Là, il doit y en être à la lettre S de l'édition du XXIe siècle. On en sourit parce qu'ils prennent le temps de faire les choses. Eh bien, sachant cela, dès 1842, il y a une entrée qui est créée au dictionnaire de l'Académie française où on dit que un Stradivarius, donc là ça devient un nom commun, nom masculin, donc c'est un nom commun, c'est plus le nom d'une personne, c'est une antonomase, on appelle ça, c'est un nom de famille qui devient un nom commun. Et ça veut dire que ça rentre dans le langage. Et si ça rentre dans le langage et que l'Académie dit que ça fait partie du langage, ça veut dire que ça témoigne, ça atteste d'une très grande diffusion du terme. Et on parle du violon. Et on ne parle plus du luthier Stradivari, on parle du violon. C'est pour ça qu'on dit un Stradivarius. Et alors là, Stradivarius, ça devient petit à petit synonyme d'excellence. D'excellence à tel point qu'il y a une forme de récupération du mot Stradivarius pour faire des radios, là, dans les années 30, aux États-Unis. Il y a une radio, la meilleure radio que la compagnie Emerson Radio Phonograph Corporation crée. Eh bien, elle met du très beau bois autour pour son habillage. Elle perce de 2 ouïes, vous voyez, sur le dessus, en forme de violon. Elle voûte le haut de comme le violon est voûté, elle voûte le haut de l'habitacle de la radio, et hop, elle appelle ça Stradivarius. C'est un argument marketing. Il y a bien sûr des bandes dessinées. Là, c'est Richie Rich and the Stradivarius. Donc Richie Rich, c'était un personnage de comics dans les newspapers, dans les journaux américains, et il lui arrive des petites aventures. Fils de millionnaire, voilà. Et il a évidemment une aventure avec son Stradivarius. Qui l'empêche d'aller jouer avec les copains dans le jardin, d'aller jouer au foot ou à je ne sais quoi. Et puis encore aujourd'hui, une marque très, très grand public qu'on trouve dans les centres commerciaux, marque chaîne de vêtements, qui, comme la marque Stradivarius n'est pas déposée, elle s'est terminée en 1737, 1742, il n'y avait pas de dépôt de marque, etc. Personne n'avait déposé la marque. Eh bien, des gens assez habiles
du marketing et du capitalisme aujourd'hui de la consommation de masse a récupéré ce nom. Ce n'est pas du tout pour le diminuer que je vous montre cela. C'est pour dire l'empreinte très forte, bien au-delà de la spécialisation. On se décrit parfois, la musique elle est vue comme quelque chose de fermé, d'inaccessible quand on n'est pas musicien, etc. Mais en fait, de manière indirecte, ici, la musique est encore plus niche, si j'ose dire, la lutherie, à diffuser de manière très très large. On revient aux Stradivarius du musée pour vous dire, on a la chance d'avoir des Stradivarius aujourd'hui au musée, mais il y a toujours cette question qui est l'attribution, l'authenticité, l'évaluation. Alors, comment on fait pour savoir qu'un violon est fait par un luthier donné ? On dit il suffit de regarder l'étiquette. Alors, il y a des violons sur lesquels ça pose pas de problème. Il peut y avoir une étiquette collée à l'intérieur, vous avez vu. Et parfois même, il y a des marques au fer, c'est-à-dire un fer chaud vient brûler le bois à l'extérieur et on voit le nom qui est marqué. Le problème, c'est que ces marques, aujourd'hui, peuvent être fausses, falsifiées. C'est-à-dire, et en particulier les étiquettes, elles peuvent être reproduites assez facilement, si j'ose dire. Et là, dans ces vous voyez, j'ai pris 4 instruments de la collection du musée, qui sont au musée aujourd'hui, 4 photos d'étiquettes Stradivarius. Il n'y en a que 2 qui sont bonnes, qu'on pense qu'ils soient d'origine. Alors, on va pas faire un quiz, là on n'a pas le temps, mais en fait, celle-ci, elle est dans un strad, elle est dans un des 5 strades du musée, pardon, celle du haut, mais c'est une fausse étiquette Stradivari. Celle-ci, elle est dans un instrument qui n'est pas de Stradivari, et c'est une fausse étiquette de Stradivari. Et les 2 du bas sont des des étiquettes reconnues comme authentiques de Stradivari, dans des instruments reconnus comme authentiques de Stradivari. Et on espère qu'elles n'ont pas été décollées, qu'elles n'ont pas bougé de l'une à l'autre. Mais ces deux étiquettes-là sont bonnes. C'est franchement pas évident. Moi, j'en mets pas ma main à couper, sachant qu'aujourd'hui, des luthiers modernes qui veulent faire des copies extrêmement fidèles d'instruments vont jusqu'à copier les étiquettes et vont acheter chez des antiquaires de livres anciens des livres italiens grand format publiés à la fin du XVIIe siècle pour découper dans les marges blanches du papier du XVIIe italien et ensuite reproduire en facsimilé les encres et les écritures sur cela pour les coller dans les violons. Donc, on parlera un jour d'analyse, peut-être dans une autre conférence, parce que là, on n'aura pas le temps, et ça nous emmènerait loin. Je suis là, moi, pour vous raconter des jolies histoires quand même, j'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Et en particulier, donc, une de ces fausses étiquettes, une étiquette qui n'est pas de Strad, elle était quand même dans un violon, celle qu'arrive dans les années 60 par Legge à la collection. Alors là, la collection, mes prédécesseurs demandent à Étienne Vatelot, le grand luthier de la rue Portalis, dont vous connaissez au moins la réputation, sinon le nom, et il écrit, on a ça dans nos archives, ce violon, portant une étiquette Stradivarius, est en réalité une œuvre splendide de Matteo Goffriller. C'est une œuvre, voilà. Donc, l'expert luthier, Vatelot, reconnaît dans le travail du bois, le travail du vernis, le travail technique, reconnaît l'œuvre de Matteo Goffriller, très très grand luthier vénitien, peut-être meilleur que Strad pour ses violoncelles, mais il y avait une étiquette Strad dedans. Et donc l'instrument était auparavant connu comme un Stradivarius. Vous voyez, donc ça illustre là, très brièvement, et trop brièvement, je m'en excuse, la problématique de l'étiquette. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas vraiment se fier à l'étiquette. Et on a besoin d'un regard expert au sens de la culture, on va dire très histoire de l'art, de l'attributionnisme, c'est-à-dire reconnaître dans le geste, ça se fait en peinture, reconnaître dans la touche du peintre quel est le peintre, et bien là, c'est reconnaître dans les gestes qu'on appelle technico-stylistiques la patte, la main du luthier. Et c'est ce qu'ont développé 2 siècles d'expertise, et notamment, regardez, j'essaie d'illustrer pour vous montrer juste à quel point c'est fin. Et c'est pas évident de regarder le jeu, en gros, des 7 différences. Y en a-t-il 7 même de différences? Je ne sais pas. Mais des différences entre des violons, différents violons crémonais. Peut-être le truc, moi, que j'ai mis le moins longtemps à voir, c'est, vous voyez, ce petit trait raide, là, droit,
il est plus penché chez Guarneri del Gesù que chez les Amati et les Strades, oui, par exemple. Mais ça, c'est pas une preuve en soi, c'est juste un élément qui sert à guider l'œil et l'expert se fait un avis. Il y a aussi, donc là je vais un peu rapidement, mais il y a aussi la position de ces ouïes. Sont-elles haut ou sont-elles bas par rapport aux échancrures de la caisse, au coin de la caisse, par exemple. C'est un autre élément qu'on regarde. Et il y en a plein d'autres. Donc là, l'idée, c'est pas de faire un tutoriel d'expertise ensemble. Il y a aussi quelque chose qui est très important que les luthiers, depuis le 19e siècle, appellent le modèle, depuis Lupo, c'est la forme exacte du modèle ou du patron, c'est-à-dire la forme de la caisse. Vu de loin, tous les violons se ressemblent. Hein. Les violons se ressemblent là, mais je pense que les 4 violons ou 5 violons qui étaient là, qui sont là ce soir, n'ont pas tous exactement le même patron. C'est-à-dire que les coins ne se ferment pas tous de la même manière, les caisses ne sont pas toutes exactement de la même longueur. Donc tout ça, c'est des arguments qui font que la connaissance sur les violons s'est enrichie, modifiée et est devenue de plus en plus granulaire et spécifique. Je vais passer un petit peu vite là-dessus. Il faut que vous sachiez aussi que les violons anciens ont tous été modernisés au XIXe siècle. C'est-à-dire que les pièces ne sont pas toutes d'origine, parce que la manière de jouer du violon, notamment avec la méthode du violon du Conservatoire de Paris, a ouvert le champ des possibles vers le violon qu'on appelle aujourd'hui moderne, avec un manche qui est notamment plus penché vers l'arrière, avec des cordes métalliques et avec un diapason, le La à 440. Eh bien, il est devenu à 440 au XIXe siècle. Auparavant, il était plus grave. Et donc, de monter le diapason, de monter le La de presque un demi-ton, en fait, ça a fait exercer plus de tension des cordes sur la caisse de résonance et il a fallu modifier les instruments. Donc, tous les Strades qui ont été bien faits dans l'atelier Stradivari dans les années 1700, pour la musique baroque, ont tous été ouverts, un peu comme sur le schéma. Il y a eu des pièces qui ont été changées, leur manche a été changée pour le basculer vers l'arrière. La touche a été remplacée par une touche en ébène, comme celle que vous voyez là. Auparavant, elles n'étaient pas comme ça, etc. Néanmoins, ça reste des Strades. Ça reste des Strades normalement. Je vous ai parlé des étiquettes, des fausses étiquettes. Là, je vous montre un objet et un document d'archives qu'on a dans la collection, qui vient d'un luthier, un autre grand luthier du 19e siècle, le luthier Georges Chanot, qui avait dans son atelier une plaque en cuivre pour faire lui-même des étiquettes, un peu comme un tampon, une gravure, mais sur la même plaque de cuivre, hein, je vous promets, c'est un seul objet, eh bien, il y a de quoi faire, sur donc une même feuille de papier, vous n'avez plus qu'à découper. Après, pour choisir votre luthier, vous pouvez faire une étiquette Strade, une étiquette Guarneri del Gesù, Frère Amati, Gasparo da Salo, ça c'est pour les altos de Brescia étaient très réputés. Donc si vous voulez faire un faux alto de Brescia, vous avez découpé cette étiquette-là. Et puis quand même, il y avait son étiquette à lui, des fois, qui restait dans l'instrument. Pour vous dire que c'est quand même un jeu assez... c'est de la haute voltige quand même de regarder ces objets qui nous sont parvenus avec, en plus, 2 siècles d'un marché de la lutherie qui a surfé sur les grands noms italiens. Et ce marché de la lutherie, il a surfé sur les grands noms italiens parce qu'il y avait du profit et de la rentabilité à faire. Et vous pouvez voir, alors vous vous rappelez, on parle de bulles spéculatives, la bulle Internet, il y a toutes sortes de bulles que l'on connaît avec les crises boursières du XXe et du XXIe siècle. Et bien ici, vous voyez le début de la bulle du violon, si j'ose dire, par le coût, le cours et le prix de vente. C'est quasiment du franc constant au XIXe siècle. Je ne suis pas économiste, je parle sous couvert d'un historien de l'économie qui m'a un peu cornaqué là-dessus. Mais il y a une croissance redoutable, et les points rouges, c'est la cote c'est les prix de vente réels des transactions de Strade qui sont enregistrées au XIXe siècle. Et le profit monte. Et donc, il y a même encore... Donc, c'est une bulle, alors je ne sais pas pour les autres, mais cette bulle-là n'a jamais explosé depuis. Donc elle continue à avoir ce taux de croissance depuis. Et donc il y a des papiers dans Economic Inquiry, par exemple, un journal à comité de lecture d'analyse économique, sur la
le taux de retour, la qualité de l'investissement, le profit qu'on peut faire en investissant 10 ans, en investissant dans du Strad, plutôt que d'investir dans des actions, des obligations, etc. C'est une dimension également qui contribue à la chose. Donc, comme le disait gentiment Yvon, effectivement, ces choses, je les discute dans ce livre-là, à partir des instruments de la collection. Mais c'est toutes ces dimensions du mythe de Strad, pas juste l'aspect économique, hein, rassurez-vous, toute l'histoire musicale et artisanale de ces luthiers qui est discutée là. Et puis maintenant, je passe au deuxième sujet, qui va être en fait comme une étude de cas, qui est sur le violon qu'on dit Sarasate en français, que j'essaye de dire à l'espagnol parce que Pablo de Sarasate était espagnol. C'est lui qui a donné son nom à un des 5 Stradivari du Musée de la musique, dont on vient de fêter le tricentenaire l'an dernier, 1724, un instrument donc, qui a aujourd'hui 301 ans et qui est peut-être le plus important violon conservé au Musée de la musique. Il conserve encore son manche d'origine. C'est un des 10 Stradivarius qui a encore son manche d'origine et dans lesquels, du coup, on conserve cette partie-là qui est originale et où il y a une inscription, c'est écrit dans une écriture assez spécifique, PG, dans une encre du ferro-gallique qu'on appelle. On en a fait l'analyse et c'est une encre qui correspond à l'usage du 19e siècle et de son premier propriétaire, qui était un comte piémontais, le comte Cozio di Salabue, qui était un érudit, le premier érudit du violon, le premier collectionneur de Strad de toute l'histoire, on est à la fin du XVIIIe siècle, et qui achète ce violon au dernier fils de Stradivari. Il va l'étudier, remplir des tonnes de manuscrits que je suis allé consulter à la bibliothèque de Crémone. Vous voyez un extrait du manuscrit est entouré en rouge. Ici, il y a ces écritures PG, qui est avec un G assez caractéristique. L'écriture, on la retrouve ici. Et en fait, ça veut dire di forma più grande, de la forme la plus grande. Parce qu'en fait, il essayait de comprendre les modèles. Je vous ai montré les silhouettes des caisses tout à l'heure. Il essayait de comprendre les variations de forme chez Strad. Et il était le premier expert de la lutherie, en fait, ce monsieur. Voilà. Mais il va étudier ces Strad pendant quelques dizaines d'années. Et puis, au bout d'un moment, il va se lasser, puis il va les vendre. Et on trouve dans une note en marge d'un de ses manuscrits qu'il le vend à qui? Au professore Paganino, donc en fait à Niccolò Paganini. Donc cet instrument-ci, le Sarasate, il a appartenu à ce comte Cozio et à Niccolò Paganini. Donc ça, c'est une des découvertes de mes recherches, en croisant toutes ces archives. Et en fait, en allant regarder un peu finement dans les archives et de quelle était la collection de Niccolò Paganini, on voit qu'il y a bien un instrument, Antonio Stradivari di forma grande, au vernis jaune parce qu'il a le vernis clair, avec une étiquette de 1724. Et c'est ce violon-là qui faisait partie de tous les violons que possédait Paganini. Alors finalement, il part en tournée avec son Del Gesù, mais il a bien aimé son Strad, qui est celui du musée aujourd'hui tout de même. Donc voilà, donc le petit livre rouge, pardon pour l'analogie, il raconte en fait l'histoire de ce violon, et c'est très rare d'avoir un violon qui a son manche d'origine, qui a appartenu à Paganini, mais aussi un violon dont on connaisse l'histoire complète. Et on connaît l'histoire complète de ce violon qui a 301 ans. Quand Paganini meurt, son fils, Paganini, le vend à Jean-Baptiste Vuillaume, qui flairait toujours les bons coups, hein, vous vous rappelez, le luthier qui flairait les bons coups, et qui ramène ce violon en Italie, et qui essaye de le vendre, et finalement, en 1864 ou 1866, il le vend à Pablo de Sarasate, un jeune violoniste tout à fait précoce qui arrive à Paris. Il perd sa mère meurt sur le chemin en l'accompagnant à Paris, il a 9 ans. Il arrive quand même à Paris, il est recueilli par l'administrateur du conservatoire et sa femme, qui l'adopte, et il arrive à 9 ans au conservatoire. Et son prof, c'est Delphin Allard, le gendre de Vuillaume, si vous vous rappelez. Hein. J'espère que je ne vous perds pas dans les noms, là. Voilà. Et là, Delphin Allard dit « Mais j'ai rien à lui apprendre à ce gamin, il sait déjà tout faire. » Mais il le fait durer un peu au conservatoire pour qu'il ne soit pas trop tout jeune à se retrouver dans le circuit artistique.
parce qu'à 9 ans, c'est un peu raide en termes de maturité, si vous me permettez l'expression. Il le garde 3 ans, donc il a le premier prix de violon, puis après il a un premier prix de composition et de solfège, tant qu'on y est, et c'est probablement là où Pablo de Sarasate va développer également le goût pour la composition, parce qu'il est aussi compositeur après dans sa vie. Il arrive, il n'a pas tout de suite son Strad, il a eu d'autres violons français, un Vuillaume évidemment. Il gagne pour son premier prix de violon un violon des héritiers de Lupo. Et puis, il va acheter son Strad de toute sa carrière, 1724. Il l'achète à Jean-Baptiste Vuillaume alors qu'il a 20 ans. Et ça va être l'instrument de toute sa carrière. On voit la première mention dans une archive pour réparation d'un violon de Stradivarius, pour Monsieur de Sarasate. Et puis, et c'est là-dessus que je voudrais consacrer les dernières minutes de ma présentation, pour faire, en fait, quoi de mieux pour faire le lien avec les Amériques, du Cercle France-Amérique et de la mission de votre institution, j'ose dire, de votre cercle, c'est de se parler de ce Stradivarius, parce que ça a été un Stradivarius un petit peu globe-trotter, en tout cas pour l'époque, c'est exceptionnellement globe-trotter. C'est un des premiers Stradivarius à aller aux États-Unis d'Amérique. Donc ce n'est pas le premier Stradivarius à aller aux États-Unis d'Amérique, mais il ne va pas faire que cela. Alors je bois un coup et je prends... Ça va? On est bien? Ok. Je pense que ça va durer une dizaine de minutes encore. D'accord? Sarasate, il a 24 ans, en 1870. Et en fait, donc il a du talent, il joue partout, il est acclamé en France, en Espagne, en Europe. C'est un peu la sensation virtuose. Et puis, il est avec son Strad. Il est très heureux d'avoir son Strad. C'est un très beau couple qui fonctionne bien. Mais le truc qui a du succès à l'époque, c'est pas encore complètement ancré dans les habitudes de, si j'ose dire, de consommation musicale, d'aller écouter de la musique instrumentale. Le grand truc, et en particulier en Amérique, c'est encore le grand chant lyrique. Donc, les virtuoses du chant lyrique, les cantatrices, les prima donnas, par exemple. Et il a l'opportunité, se monte en fait une tournée américaine où Pablo de Sarasate se retrouve le violoniste, comme Théodore Ritter se retrouve le pianiste d'une chanteuse, Carlotta Patti, la fameuse Carlotta Patti, très grande chanteuse du 19e siècle, qui programme de faire une grande tournée américaine. Et voilà que Sarasate, 24 ans, j'ai dit, se dit, voilà une belle opportunité, une aventure, découvrir l'Amérique, et il y va. Il prend un bateau, qui est un bateau à vapeur. C'est la première ligne maritime régulière, hein, quand même, 1870, ça fait même pas 2 ans que ça existe. Ce bateau-là, le Lafayette, il vient d'avoir ses roues à aubes transformées en roues en propulsion à hélice. C'est juste le moment où ça se fait. On est vraiment... Enfin, aujourd'hui, c'est routine d'aller aux États-Unis ou en Amérique en avion. Là, à l'époque, c'est une ligne régulière, mais c'est quand même une aventure de 12 jours et demi. Il est malade comme un chien et il arrive quand même à New York. Alors l'idée il va faire une tournée et ce que je vais faire, donc je vais un petit peu parler, mais je vais aussi le lire, Pablo de Sarasate, parce qu'on a la chance de conserver une pile de lettres qu'il écrivait à sa mère adoptive, restée à Paris. Et donc il a 24 ans, et le 7 avril, donc il est arrivé le lundi, c'est un jeudi. Hein. Chère maman, ce n'est à ne pas croire, j'ai déjà débuté, à peine remis des fatigues d'une traversée qui a été très pénible, quoique très prompte, 12 jours et demi. Hein. Vous direz à Air France si vous trouvez ça très prompt, s'ils mettent 2 jours et demi à vous emmener à New York. Arrivé lundi soir, j'ai paru hier, donc mercredi, donc du lundi au mercredi, hein, il y va, devant le public américain, dans l'immense stalle de Steinway, donc Steinway, la grande marque de piano, c'est le Steinway Hall où il rencontre M. Steinway d'ailleurs, et j'ai été salué par les applaudissements de plus de 2000 personnes. Tout cela s'est fait si vite, on vit tellement à la vapeur ici que je crois rêver. Les journaux parlent déjà aujourd'hui
Ça me paraît très bienveillant pour moi. Je suis traité avec plein de bienveillance. Et donc, ça y est, il fait sensation très rapidement. Le surlendemain, il écrit à sa mère encore, il écrit quasiment tous les jours, il n'y a pas de SMS ni de WhatsApp. Demain soir, concert à Brooklyn. Brooklyn, le faubourg Saint-Germain américain. Vous apprécieriez. Ce sera mon 5e concert. Triste ville que New York et triste peuple. Ici, on ne vit que pour faire des affaires et le reste n'est que passe-temps. L'Américain est l'être le plus maussade, le plus désagréable qu'on puisse voir. Il n'est pas fréquentable. Mais tout le monde connaît déjà ma frimousse ici. Et partout où je vais, on sait mon nom. Je suis dans tous les journaux. Une semaine après. Ça vous va comme... Alors là, parce que bien sûr, lui, il est la star, mais c'est pas que seulement lui la star. Il y a aussi son 1724. Il écrit à sa chère maman. Mon violon fait l'admiration de tous les connaisseurs, et il y en a beaucoup ici. On vient très souvent le visiter. On le regarde, on le caresse, on le flatte, absolument comme une jolie femme. Le voyage et le changement de climat l'ont éprouvé aussi, mais j'espère qu'avec le temps, de la patience et de bons soins, il redeviendra ce qu'il était. Et donc là, ce qui est super intéressant dans ces lettres, c'est que moi, je suis le conservateur de ce violon. Et là, je vois la vie de mon violon, enfin de mon violon, c'est pas le mien, c'est le vôtre, c'est le nôtre. Je vois la vie de mon violon qui se déploie là. Mon violon, il est dans le Herald, Herald Tribune, si vous vous rappelez le film de Godard, mais dans le Herald de 1870, on compare le son de mon violon à la voix des anges. Donc, le virtuose fait sensation, mais il est là en tant qu'accompagnateur aussi de la grande chanteuse. Mais le violon fait la une des journaux. Et ça, c'est un phénomène, peut-être que Stradivarius n'était pas encore méga connu. La forme violonistique, c'est-à-dire instrumentale du violon, était déjà connue bien sûr aux États-Unis, mais n'était pas encore la tête d'affiche, si j'ose dire, c'était la chanteuse. Mais néanmoins, on en parle dans les journaux. Donc la vie s'est fait aussi d'accidents. 22 avril. C'est Pablo qui écrit. Un accident m'est arrivé à ce concert qui aurait pu me coûter bien des larmes. Mais heureusement, le tout a fini par des frictions. En montant l'escalier qui conduit à l'estrade, et sur la dernière marche, mon pied gauche a faibli. Et j'ai dégringolé jusqu'en bas, une 20aine de marches, avec mon Stradivarius. Voilà, j'entends des gens qui spamment dans la salle. Faut-il un docteur? Non. Avec mon Stradivarius, que je n'ai pas lâché, plutôt la mort, et qui n'eut que ses cordes cassées et son chevalet renversé. Dans le premier moment, j'ai cru qu'il était en morceaux, et je me sentais mourir, mais quelle joie après. Donc, il fait réparer son Strad, c'est pas trop dur, des cordes, remettre le chevalet, et il fait sensation, il se déplace, donc il va faire une tournée dans le mois d'avril. Il fait une tournée dans plein de villes, il joue des fois 2 à 3 soirs par ville. Est-ce que j'ai un truc sympa à vous lire dans les lettres, parce qu'il ne faut pas que je dure trop longtemps quand même. Donc il joue à Détroit, il trouve les paysages splendides. Donc là, il a bénéficié il a traversé l'Atlantique en bateau, mais là, il profite à fond, évidemment, du développement de des voies ferrées et du train. Autre système de transport, en fait, un virtuose à l'époque. Il a une vie éreintante, mais aussi parce qu'il peut se déplacer rapidement de ville en ville, et donc il se repose quasiment jamais, surtout qu'il n'y a pas d'enregistrement. Donc il joue dans plein de villes, et puis il ne s'arrête pas là, parce qu'avec Carlotta Patti et Theodor Ritter, en fait, ce qu'ils ont organisé, c'est pas seulement une tournée en Amérique, comme on dit rapidement en France, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, c'est une tournée en Amérique du Sud, dès 1870. Et ça, c'est peut-être pas le premier Stradivarius à aller en Amérique du Sud, mais c'est un des tout premiers Stradivarius à y aller. Et donc, il prend le bateau à bord le 23 mai. Donc là, il met un paquet de temps quand même pour arriver. Ils font escale 3 fois, à Saint-Thomas, à Bahia, à Recife, et puis à une autre ville. Et puis, ils arrivent le 22 juin à Rio. Et quand tu vas à Rio, en fait, t'es acclamé, parce qu'il n'y a pas une ville musicale complètement hyper animée, en tout cas pas comme en Europe.
Et alors là, il y a des bateaux qui viennent les accueillir leur propre bateau pour leur faire en gros la fête, célébrer leur arrivée. Donc on célèbre surtout la chanteuse à l'époque, mais ils sont reçus magnifiquement. Leurs 6 premiers concerts sont loués au Grand Théâtre, donc la grande salle de concert de Rio. 6 concerts sold out en un rien de temps. Au final, ils vont jouer 12 fois en fait. Ils sont reçus par l'empereur du Brésil, le comte II, qui était son gendre, le reçoit, concert privé, célébration, tout plein de titres honorifiques, etc., de l'Académie de musique. Ils jouent devant des personnages importants. Et surtout, ils mènent la belle vie. Ils y restent quelques mois. Tous les matins, on va se baigner, prendre un bain de mer dans notre jardin. Donc, ils ont une maison qui leur est offerte sur la mer. Et puis, ils remontent bien vite boire une tasse de chocolat bien chaud. Le soleil est éternel et le ciel constamment bleu. On dort très peu, on mange moins. Pas de fruits ni de vin pur. Il y a des parapluies parce qu'il pleut beaucoup. Bref, il aime beaucoup, même s'il souffre aussi du climat. Et il produit un effet dingue. Le violon est l'instrument favori des Brésiliens. Et j'ai beaucoup de chance car il n'y a même pas un violoniste seulement médiocre au Brésil. Donc là, autant il y a de la compétition pour le pianiste, autant lui fait sensation. Il fait des œuvres de bienfaisance, notamment pour la guerre franco-russe qui se déclare, la guerre de 70, qui a des échos. Donc, comme il y a des communautés françaises et allemandes au Brésil et dans toute l'Amérique latine, eh bien, il fait des concerts en hommage aux blessés des 2 nations. Et puis, il a plein de cadeaux. On lui offre un bouquet en plumes d'oiseaux du Brésil, donc il les envoie à sa mère. Et succès immense, etc. Et enfin, donc, pour terminer, donc, il se balade. Il donne des concerts, mais avec un succès. C'est un peu la rockstar, si on veut dire l'analogie. Les concerts sont pleins très, très rapidement. Il fait sensation. Buenos Aires, 12 concerts également. Il joue 2 fois à Rosario, 1 fois à Montevideo. Ils sont acclamés à tout bout de champ. Et puis, ce qui est particulier, et là, on n'a plus de lettres après. Les lettres s'arrêtent. Elles ne sont plus conservées ou ne sont pas parvenues de toute la suite du voyage qui est Valparaiso et Lima. Et alors, ce qu'on sait, c'est grâce au travail d'Amparo Fontaine, que Yvon, tu mentionnais, et qui est arrivé là, avec sa collègue Vera et moi-même, on a réfléchi à regarder dans les archives de la presse sud-américaine de l'époque, et on trouve des traces là, des concerts. Alors, on n'a plus les lettres à sa maman de Pablo, mais on a la trace des concerts qu'il donnait. Et il donne des concerts multiples à Santiago du Chili, à Valparaiso, puis à Lima. Donc le Stradivarius est quasiment aux antipodes. Et le Stradivarius, il a également failli une fois disparaître, encore une fois, à Santiago du Chili, puisqu'en juillet 1871, Sarrazat, Ritter et Carlotta Patti donnent leur récital. Le rideau tombe et l'éclairage au gaz déclenche un incendie. Au moment où le rideau tombe, ils évacuent la salle. Il y a quelques morts, mais pas les musiciens. Et la salle du théâtre de Santiago est réduite en cendres en 1 heure. Voilà. Et néanmoins, le Stradivarius est sauvé, les musiciens sont sauvés. Il va être l'invité des Chiliens, il va y rester pendant près d'1 mois. En janvier, c'est la très belle saison, bien sûr, dans l'hémisphère sud. Il va composer une pièce là-bas qui a été récemment redécouverte et qui est l'objet de futures recherches d'Amparo et de moi. Donc un jour, on vous parlera ou vous entendrez parler. Et donc voilà pour les tribulations d'un Stradivarius en Amérique, aux Amériques au pluriel. Il revient en France au bout de 2 ans et demi. Le Stradivarius a souffert. Son violon de rechange, qui était un Vuillaume, il y a 1 franc de réparation, mais le Stradivarius, il y a 15 francs de réparation. Donc c'est pour dire qu'il a fallu retravailler dessus. On ne sait pas quoi exactement. Mais néanmoins, il continue à le jouer pendant toute sa carrière, Sarrazat. Il retournera faire une tournée là, ultra triomphale en tant que tête d'affiche aux États-Unis et au Mexique. Il va jouer, par exemple, à Mexico, il va jouer 5 fois d'affilée dans une salle de 3000 personnes. Donc il joue devant 15 000 personnes à Mexico. C'est ça, je ne me suis pas trompé. 5 fois
3000, ouais, c'est ça. Chicago, 5 fois 5000 personnes. Ouais, il est vraiment la star, à tel point qu'il fait la couverture de Vanity Fair, quoi. Donc, le magazine qui fait sensation des actualités et à la fois artistique et de la mode. C'est un séducteur qui a plein de conquêtes, bien sûr, aux Amériques. C'est l'homme de la semaine, du jour aux États-Unis. Et à la fin de sa vie, donc il va mourir en 1908. À la fin de sa vie, donc on a ce portrait là où il regarde le violon, et puis il décide de léguer par testament au conservatoire, au musée du conservatoire, ce fameux violon qui a été à l'autre bout du monde, qui a vécu de si riches aventures avec lui, et il le couche sur son testament, il nous couche sur son testament avec ce violon. Et alors, ce qui est absolument troublant, c'est que il a vécu, comme on discutait, cette frénésie des concerts dans des salles super grandes, parce que du temps de sa carrière, l'enregistrement discographique n'existait pas. Donc si vous vouliez écouter de la musique, fallait aller l'écouter en live, en concert. Et donc, il s'est aussi usé la santé, comme Paganini un demi-siècle avant, à tourner, à être tout le temps on the road again, si je peux me permettre. Mais ce qui apparaît, et c'est ça qui est touchant, il fait une jonction assez fantastique, c'est qu'il est, à quelques mois près, le deuxième violoniste à enregistrer pour gramophone. Et donc, pour clore ce moment, je vous propose que nous écoutions un enregistrement ultra historique. Alors, ça crachouille un petit peu, hein, l'enregistrement. Hein, c'est pas comme la vidéo qu'on a enregistrée il y a quelques années au musée. C'est un enregistrement de 1904, des airs tziganes, Zigeunerweisen, qui est la pièce peut-être la plus célèbre que lui ait composée en hommage à son origine espagnole, et qu'on va écouter un petit peu dans un son d'enregistrement de l'époque, qui est le son, on va dire, de la fin de la vie de Pablo de Sarasate, de la fin de ce couple entre Pablo de Sarasate et du Sarasate, du violon de 1724. Et voilà. Et voilà. Merci. Merci aussi aux collègues que je cite. Et merci Yvon pour l'invitation. Et merci à toutes et tous. Et au plaisir de discuter avec vous. Merci Jean-Philippe. Alors, j'avais évoqué le grand scientifique, j'avais évoqué l'historien, le spécialiste de la lutherie de Crémone. J'avais oublié d'évoquer le conteur. Je pense que tu nous as envoûtés ce soir avec cette présentation qui était absolument géniale. Merci beaucoup, merci à toi. Et, Alors, on n'en a pas tout à fait fini avec toi, parce qu'on va encore te poser quelques questions. Emmanuel, tu veux commencer ? J'ai juste une petite précision.
Vous avez vu l'archer, il circule encore peut-être. Est-ce que vous savez en gros quel est le prix d'un archer? L'archer le plus cher du monde qui a été vendu il y a quelques années à la vente de Vichy, qui est une grande vente d'instruments de musique, a atteint 587 000 €. Si aujourd'hui vous voulez un bel archer, vous pouvez vous le faire sur mesure, avec le plus beau bois, vous en avez pour 30 40 000 € si vous voulez investir. Mais là, on est en train de parler de 587 000 €. Je crois savoir que l'archer de Isaac Stern était quand même dans les 100 000, 200 000 € il y a une époque déjà assez lointaine. Donc voilà, c'était ce que je voulais rajouter, comme ça complète notre vision de ce que vous avez vu aujourd'hui au niveau instrument. Et le cheval n'a rien touché. Hein. Voilà, alors, avant de vous passer la parole, moi j'ai bon, j'aurais beaucoup de questions, Jean-Philippe, tu le sais, mais j'en ai une seule finalement. J'ai une question au Bourguignon. Si tu fais une dégustation à l'aveugle, tu vas reconnaître au moins le Bourgogne, pas forcément l'année du... Si tu écoutes à l'aveugle, est-ce que tu vas reconnaître, peut-être pas Stradivarius, mais au moins un instrument de Crémone? Alors, je pense que l'analogie est bonne, et je pense qu'en test à l'aveugle, tu vas reconnaître un bon violon. Un violon peut-être d'artisanat ou d'artisan d'art, au sens du luthier qui travaille son métier. Tu ne vas pas forcément reconnaître un violon ancien, et tu vas encore moins reconnaître un violon de Crémone. Il y a eu des tonnes de blind tests, de tests à l'aveugle. Le premier, c'était à l'Académie, à l'Institut, en 1819, par Savard. Premier blind test, les gens n'ont pas reconnu le Strad. Et depuis, ça s'appelle les sciences cognitives aujourd'hui, et bien en fait, juste à l'oreille, on ne reconnaît pas les instruments de Crémone, de bons instruments modernes aujourd'hui. Je n'ai pas... C'est le futur des recherches. Voilà, ChatGPT reconnaît-il un Strad? Voilà, je pense qu'on reconnaît un Strad à l'œil. Voilà. Ouais, peut-être pas à l'oreille. Voilà. Voilà. Alors c'est très juste. Quand j'ai discuté de Baillot, de Paganini et de son Guarneri, de Sarasate et de son Strad, en fait, il s'agit de l'homme-violon, de ce binôme que vous évoquiez, et qui sont en fait indissociables et qui participent aussi du mythe et du plaisir. Et tant mieux que tout ne se résolve pas à coup d'algorithmes ou d'équations et de modèles physiques et scientifiques. Il y a une dimension artistique et qui vient toucher au sensible de chacune d'entre nous. Et pour ma part, je pense que c'est très bien comme ça aussi. Alors, quelques questions dans la salle avant que nous passions au buffet. Oui, simplement, quelles sont les différences qu'on peut constater aujourd'hui entre les artisans parisiens, les artisans de Mirecourt et les artisans d'ailleurs? Vous parlez fabriqué aujourd'hui, mais de lutherie fabriquée aujourd'hui ou... Oui. Je pense qu'aujourd'hui, peu importe le lieu où est installé le luthier, il bénéficie d'une somme de savoir, parce que ce sujet-là, dont moi aussi je suis sur les épaules des géants en tant que chercheur, ça fait 2 siècles que c'est un sujet qui excite tout le monde, si j'ose dire, c'est-à-dire où beaucoup de recherches ont lieu. Et en fait, il y a une quantité de données, d'informations, de mesures. On fait aujourd'hui... avec un collègue qui est présent ici, on a fait un scanner aux rayons X pour regarder dans tous les détails les assemblages du Sarasate, pour pouvoir dire sa géométrie, etc. Et on les donne au public. C'est-à-dire que les luthiers, où qu'ils soient dans le monde, peuvent développer leur art avec le maximum d'informations qu'ils veulent sur les grands instruments du passé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte c'est le soin de fabrication, de sélection des bois, de dessin, de fabrication réellement, design,
et construction. Et c'est ça qui fait qu'il y a des grands violons modernes et puis des violons moins grands qui sont produits avec moins de soin. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez parler de la sonorité ? Je peux en parler. Je peux en parler pour dire que la sonorité, elle est encore bien plus riche que ce qu'on disait le duo violoniste-violon. En fait, elle est bien plus riche que cela. Bien sûr, un violon, l'objet tel que vous l'avez eu entre les mains, il va avoir la capacité de produire certaines fréquences, certaines notes, certaines choses. Il va avoir un équilibre un peu comme un égaliseur, comme quelque chose d'acoustique. Mais la sonorité, c'est bien plus riche que cela. C'est en fait un violon, un violoniste, un archet, une salle, un ou des auditeurs. Et parfois, à quelle heure est le concert ? Est-ce qu'on a réussi à se laver la tête de sa journée de travail en arrivant au concert, etc. Et c'est là où c'est une expérience unique, et tu faisais la promotion, et à juste titre, de la musique vivante. C'est une expérience unique où la sonorité, même le même auditeur à 2 jours d'affilée, toutes choses égales par ailleurs, n'appréciera pas la même chose. Et c'est un peu intangible, si vous voulez, c'est un peu insaisissable. Et on peut reconnaître le son d'un Francescati, d'un Stern, d'un Neustruck. Et pourtant, c'est quoi ? Ils ont tous une caisse de résonance, et c'est leur corps qui fait aussi résonance. C'est ça qui... Je trouve que j'en resterai pour ce soir en fait, de dire que c'est une grande beauté qu'on puisse en fait aller s'attacher ou aller reconnaître alors des sonorités, la sonorité, la technique d'interprète aussi se mélangent parfois. Et moi je souhaite, voilà, certes j'ai une formation assez solide de sciences, de scientifique, mais je pense aussi que c'est au service de la musique et de l'expression d'une sensibilité, et la sonorité passe à travers ça. Alors. Du coup, en fait, vous avez parlé de pas mal façons de luthier, et du coup, je vais savoir aujourd'hui comment on peut reconnaître un Stradivarius, qui peut le reconnaître en toute sécurité, entre guillemets, sans se faire piquer. Madame a envie d'en acheter un, donc elle veut avoir une expérience. Je pense que en fait, le sujet même est bien plus compliqué que la très brève esquisse que j'ai pu en faire ce soir. Il ne s'agit pas forcément de malfaçon, c'est-à-dire de copies d'objets complètement neufs qui se fassent passer pour des Stradivari, mais plutôt des objets qui ont été composites, c'est-à-dire il y a des vieilles tables, des vieilles pièces qui ont été réassemblées, etc. Et ce qui rend l'expertise encore plus difficile. C'est en fait... il n'y a pas de sécurité à 100%, mais plus l'instrument aura été vu et certifié par des experts luthiers, donc des experts au sens du marché, parfois, des fois ils sont experts même près d'une cour d'appel, etc., pour cela, sur ces questions d'authenticité. En fait, l'authenticité, je mets un pavé dans la mare peut-être là par rapport à certaines conceptions, l'authenticité ne réside pas seulement dans la matérialité de l'objet. Est-ce qu'il a toutes ses pièces d'origine ? L'authenticité, c'est en fait un consensus social à un moment donné. C'est la société qui décide de reconnaître dans telle ou telle personne une expertise et dit « Ok, moi, société, si j'ose dire, je reconnais cet individu, ces individus comme experts ayant réputation. » Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Alors, ce que vous avez intérêt, si en tant que vous avez envie d'acquérir un Strad, c'est croiser les informations. Un Strad très bien documenté historiquement, c'est très important. Il y a notamment beaucoup d'instruments qui n'ont pas leur provenance documentée pour la période des années 30-40 en Europe, qui est une période où de très nombreuses spoliations ont eu lieu. Et c'est important aussi d'être vigilant à ces aspects-là, de l'authenticité bien sûr, mais également de l'histoire de l'instrument, pour en devenir le propriétaire en toute légitimité et en toute sécurité. Voilà. Alors, une dernière question. Si le violon aujourd'hui n'a pas justement ce traçage,
Comme je vous dis, des experts luthiers font ce travail-là. Si vous voulez, on peut en poursuivre. S'il y a un cas particulier, on peut en discuter hors micro tout à l'heure, si vous voulez. Voilà, alors une dernière question, parce que moi je vois les bouteilles là. Alors une dernière question. Manuel ? Alors une dernière question. Non. Bien, j'ai parlé de bouteilles, ça doit être pour ça. Ouais. Bien, merci Emmanuel, merci pour ce... Merci Jean-Philippe, bien sûr.